ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Rencontres Éclairage. Alors vous le savez, avec la crise sanitaire, il a fallu pour un temps renoncer à nos habituels apéros d'idées et imaginer de nouvelles façons de maintenir le dialogue entre vous et nous, d'où l'idée de ces rencontres en vidéo pour continuer de mettre en lumière les travaux des chercheurs et chercheuses de Sorbonne Université et la façon dont ces derniers nous aident à penser le monde. Ce sera d'ailleurs le cœur de notre discussion du jour, puisqu'on va s'interroger sur un dialogue, justement. Un dialogue qui paraît à la fois évident et un peu contre-intuitif, celui entre science et science-fiction qui fonctionne sur un paradoxe, celui qui veut que cette culture de l'imaginaire ne fonctionne pas sans la réalité concrète de la science, et que cette science, elle, n'a eu de cesse d'être renvoyée et parfois d'aller picorer dans les pages de cette littérature très spécifique. Et même si c'est devenu un lieu commun, journalistiquement parlant, de convoquer à tort et à travers Philippe Cadic ou George Orwell pour expliquer notre époque, il y a au-delà des clichés de passionnants allers-retours qu'on va tenter de détricoter durant cette petite heure qui nous est dévolue avec nos trois invités, dont Simon Bréant. Bonjour Simon. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de littérature de science-fiction française et de littérature d'anticipation au sein du Centre d'études de la langue et des littératures françaises à Sorbonne Université. Vous avez notamment signé La science-fiction en France, théorie et histoire d'une littérature. C'est paru au SUP Sorbonne Université Presse. C'était votre thèse, je crois, tout à fait. À vos côtés, Roland Lehoucq. Bonjour Roland. Bonjour Thomas. Merci d'être avec nous. Vous êtes astrophysicien au commissariat à l'énergie atomique. Vous avez signé de nombreux ouvrages, notamment l'an dernier, un livre consacré à la saga Dune aux éditions du Bélial qui s'appelle Dune, exploration scientifique et culturelle d'une planète univers. Vous l'avez dirigé, il y a plusieurs auteurs qui l'ont co-signé avec vous, dont Jean-Sébastien Steyer. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour. Merci également d'être avec nous. Vous êtes pour votre part paléontologue au Muséum national d'histoire naturelle de Paris et au CNRS. Et vous avez entre autres donc participé à ce livre sur Dune et signé le livre que j'ai entre les mains, Anatomie comparée des espèces imaginaires de Chewbacca à Totoro, avec de très belles illustrations d'Arnaud Raphaëlian. Et c'est paru aux éditions du Cavalier Lieu, c'était en 2019. Merci donc à tous les trois de nous avoir rejoints pour cette conversation. Je précise pour celles et ceux qui suivent cette discussion en direct, n'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat. On en sélectionnera quelques-unes qu'on retournera à nos invités à la fin de cette rencontre. D'abord, messieurs, j'avais très envie pour démarrer de faire un peu de définition. Alors, c'est toujours une question un peu difficile. C'est quoi la science-fiction, Simon ? Alors, je sais que c'est une très mauvaise question parce qu'il n'y a pas de bonne définition de la science-fiction. Il n'y a pas de bonne définition de la science-fiction, évidemment, mais il y a une réalité intuitive qui est que finalement tout le monde a un peu une idée de ce que peut être la science-fiction sans même éventuellement en avoir véritablement rencontré, à la fois parce que le nom lui-même informe un petit peu, même s'il déforme par la même occasion. Et une définition, ou plus ou moins une description que j'aime bien, c'est celle qu'on prête à Theodore Sturgeon, un des premiers auteurs américains de l'âge d'or du XXe siècle, qui parle de la science-fiction, enfin des histoires de science-fiction comme des histoires bâties autour d'êtres humains avec un problème humain et une solution humaine, mais qui n'auraient pu se produire sans son contenu scientifique. Ça, c'est une définition que je trouve assez pratique, très, très englobante, hein, et qui ramène à la question de la pensée de la science, qui n'est pas forcément présente dans tout ce qu'on va appeler la science-fiction. Oui. Mais cette pensée de la science, ça peut être aussi, et je m'arrêterai là, sinon on pourrait en parler pendant des heures, mais cette pensée de la science, c'est aussi une question du regard porté sur la réalité, sur le réel. Vous avez dit tout à l'heure que c'est une démarche, enfin, on est lié à une ontologie qui est une ontologie décalée mais rationnelle. C'est-à-dire qu'on est quand même confronté à quelque chose qui doit être plausible, compatible avec notre monde. Et le seul fait d'envisager une autre situation se fait, du moins, c'est ce qu'essayent de faire les écrivains et les artistes, en restant dans un paradigme scientifique, dans une démarche d'analyse du réel. Voilà, en gros. Après, il y a toutes sortes d'approches possibles, mais je vais peut-être laisser le... Non, mais justement, c'est intéressant de voir que, comme il y a de nombreuses approches possibles, peut-être chacun a un peu sa définition de la science-fiction. Vous vous retrouvez dans cette approche-là, Roland ? Oui, moi je me retrouve tout à fait dans cette approche-là. D'abord parce que je suis scientifique. Alors évidemment, la science-fiction, je l'ai découverte après avoir apprécié les sciences quand j'étais enfant. C'est la science qui est venue d'abord. J'ai d'abord apprécié les sciences, l'astronomie en particulier, puis la science-fiction. Quand j'ai découvert cette littérature vers 12-13 ans, j'ai dit voilà, c'est ça que j'ai envie de lire finalement. Et donc, effectivement, l'aspect scientifique me convient tout à fait. Surtout quand on pense
disons, aux origines de la science-fiction, ce qui ne s'appelait pas encore science-fiction, mais qui était déjà en germe de la science-fiction, quand on pense aux œuvres des grands précurseurs du 19e siècle, comme Jules Verne, comme Poe, comme Wells, surtout Wells, ou comme René Ney. Voilà des gens qui ont quand même écrit avec de la science dedans, avec un certain émerveillement de la science. Et d'ailleurs, la science-fiction a été, à un moment donné, enfin, ce qui n'était pas encore la science-fiction, mais qui était cette nouvelle littérature qui intègre si étroitement les sciences et l'aventure, disons, éventuellement l'aventure humaine, même souvent l'aventure humaine, eh bien cette nouvelle littérature qui a été définie comme le merveilleux scientifique. Ça s'est défini par Maurice Renard ainsi au tout début du XXe siècle, et c'était une littérature où la science est poussée jusqu'à la merveille, et la merveille est envisagée scientifiquement. Donc il y a ces aspects-là, alors qui sont d'exaltation de la merveille ou du merveilleux. Et puis ensuite, et comme le disait Simon, il y a l'idée qu'il y a des humains dedans. À la fin, il y a aussi des humains, il se passe des choses, et il se passe des choses entre les humains et les techniques qu'ils ont produites. Et c'est ainsi aussi, pour aller dans le sens de Sturgeon que citait Simon, il y a Robert Heinlein, pareil, un autre grand auteur américain de l'âge d'or, qui lui définissait ou prêtait à la science-fiction une propriété extrêmement importante, qui est aussi importante en science, c'est d'être une expérience de pensée qui envisage les conséquences humaines, sociales, politiques des progrès techniques et des progrès scientifiques et techniques. Et donc il y a l'idée vraiment de placer des humains, individuellement ou collectivement, dans des situations qui ne se produiraient pas s'il n'y avait pas l'objet technique qui est mis en scène, objet technique qui a donc des conséquences sur les humains et qui est éventuellement une production des humains, ce qui fait qu'il y a ce retour humain vers la technique et technique vers les humains. Et d'où l'intérêt, on en rediscutera après, mais de la science-fiction comme objet littéraire et cinématographique, mais littéraire, qui permet finalement de penser l'évolution ou la coévolution des humains et de leur technique. Jean-Sébastien, vous vous retrouvez aussi Oui, tout à fait. On peut rappeler aussi que science-fiction, c'est un anglicisme en fait, science-fiction, et qu'on devrait, entre guillemets, parler plutôt de fiction scientifique ou d'émerveillement scientifique. Donc, on est dans la fiction en fait qui est basée sur des principes ou des notions en fait scientifiques relatives au progrès technique scientifique, et avec en plus effectivement cette expérience de pensée intéressante. Et on peut aussi citer Arthur C. Clarke, par exemple, qui nous dit que pour comprendre le domaine du possible ou le monde en fait du possible d'une manière scientifique, il est bon parfois de se rapprocher de l'impossible. Et là, on fait appel en fait à la science-fiction qui va justement décaler les limites ou augmenter en fait les curseurs du possible vers l'impossible pour mieux analyser en fait notre monde réel. Je vous pose la même question qu'à Roland, Jean-Sébastien. Est-ce que la science était venue en premier ou c'est la science-fiction qui est venue en premier pour vous? Alors moi, c'est la science la via science aussi les espèces disparues de la paléontologie, dinosaures et autres. Mais c'était une science qui était en même temps mélangée à une culture de bande dessinée, de jeux vidéo, de jeux de rôle. L'aspect ludique aussi m'a fait rentrer dans la science-fiction et a nourri en fait cette passion du futur jeune paléontologue en fait. C'était déjà les cultures de l'imaginaire. Simon, ce dialogue entre science et science-fiction qu'on évoque depuis le début, est-ce qu'il est constitutif de cette littérature de l'imaginaire? C'est-à-dire, est-ce qu'il a toujours existé ou est-ce qu'il est apparu au fil du temps? En fait, déjà, il faudrait poser exactement ce qu'on entend par dialogue à ce niveau-là, mais c'est-à-dire qu'en fait, il y a, je crois, deux manières principales, enfin j'envisagerais deux manières principales, et qui, justement, historiquement, sont un petit peu successives et ensuite concomitantes. La première logique du dialogue, c'est simplement le fait qu'on est confronté à des écrivains qui s'informent de l'état des sciences. Je pense à Jules Verne qui a une documentation technique très importante, René Ney qui est un des grands esprits de son temps et qui dialogue avec les physiciens, enfin avec tous ceux qui sont en pointe à son époque et qui vont réinvestir, mais pas nécessairement dans les logiques de vulgarisation, mais véritablement dans des logiques d'expansion du possible. Maurice Renard également, des gens très informés. Et cette idée de l'écrivain comme individu qui s'informe, c'est quelque chose qui traverse
toute l'histoire de la science-fiction, avec cet élément qu'il faut dire que, eh bien, il est parfaitement possible de faire des récits de science-fiction exceptionnels sans qu'ils soient nécessairement informés par la science. Parce qu'il y a aussi une culture de la science-fiction qui fait qu'en quelque sorte, à des degrés ultérieurs, eh bien, on peut produire des récits de science-fiction qui ne vont pas être directement branchés sur des questions scientifiques. Donc, en un sens, ça va presque à l'envers de ce point de vue-là. C'est-à-dire que la logique de l'information scientifique, qui est très importante lorsqu'il s'agit de poser en quelque sorte le genre, devient moins nécessaire pour produire des récits, même si c'est une tactique qui est encore présente. Et après, il y a la deuxième manière d'envisager le dialogue, sur laquelle je suppose que nous allons un peu discuter ensuite, qui est la question de l'échange direct entre scientifiques et artistes. Et cette logique de l'échange direct, je dirais qu'elle est surtout intervenue, alors bien sûr, il pouvait toujours y avoir un questionnement qui intervenait, surtout intervenue justement à partir du moment où la question de la science est devenue moins fantaisiste au sein, par exemple, de la science-fiction américaine, et que, eh bien, justement, ce qu'on a appelé l'âge d'or, hein, tout ce qui va donner ce qu'on appelle la hard science fiction, c'est-à-dire les écrivains ou les artistes en général qui souhaitent produire quelque chose qui soit au plus près de la science. Dans certains cas, comme des individus comme Arthur C. Clarke, des individus qui ont une formation scientifique importante, eh bien, ils sont en quelque sorte au contact directement avec la science, mais le plus souvent, il s'agit d'effets de consultation. Et cette logique de consultation, c'est quelque chose qui a pris forme, mais qui est une des tactiques possibles, encore une fois, qui n'est pas du tout nécessaire, et qui, je dirais, est presque... Enfin, j'aurais tendance à dire qu'elle est plus présente, car plus nécessaire, lorsque des cinéastes veulent faire un film qui va avoir une consistance visuelle qui va être compatible avec ce que nous connaissons, là où eh bien, les écrivains ont toujours la possibilité d'aller vers des raccourcis. C'est-à-dire que vraiment, soit ils s'inscrivent dans une hard science fiction, soit eh bien, voilà. Mais quelqu'un comme Heinlein, par exemple, est assez emblématique d'une certaine vision de cette hard science fiction, mais il y a aussi eu des perfectionnements, des amplifications de celle-là. Et un auteur dont j'aimerais reparler ensuite, sans doute, c'est Kim Stanley Robinson, hein, qui est un écrivain américain qui est véritablement une référence de la hard science fiction récente. Mais dans les écrivains français, je pense notamment à Laurent Jeunefort, hein, avec lequel il y a eu de nombreux échanges, et qui est de la même manière quelqu'un qui va développer un imaginaire, mais qui le fera toujours en pensant son imaginaire en fonction des données scientifiques connues. Et la sollicitation, elle peut aussi s'inverser, et c'est ce qu'on voit notamment dans les livres qu'on évoquait tout à l'heure, Roland et Jean-Sébastien, lorsque des scientifiques se mettent à décortiquer des œuvres existantes de science-fiction et aller voir justement comment on peut les raccrocher à la science. C'est le cas notamment de ce que vous avez mené autour de Dune. Exactement. Ça, l'idée, ensuite, c'est comme scientifique, on lit ces œuvres, on peut déjà, comme jeune, comme adolescent, puis après, plus tard, on lit d'abord ces œuvres pour l'émerveillement qu'elles procurent, l'intérêt intellectuel qu'elles procurent, évidemment. Mais ensuite, on peut, après, comme scientifique, s'intéresser à dire, mais alors, est-ce qu'on pourrait faire pareil? Parce qu'il y a un certain nombre de choses que l'on voit qui sont vraiment merveilleuses, disons, d'une certaine façon, qu'on a envie, qu'on aimerait bien. On aimerait bien faire la même chose, on aimerait bien aller d'une étoile à une autre très vite, on aimerait bien visiter des nouveaux mondes, on aimerait bien avoir un sabre laser, etc. Et donc, après, se pose la question de, est-ce que c'est possible de faire ça? Effectivement, ça c'est une première question, est-ce que c'est possible? Alors souvent, la réponse est non, parce que, bien sûr, dans la science-fiction, il y a une outrance, on pourrait dire, une exagération, une amplification des éléments scientifiques et techniques pour les rendre plus divertissants, plus merveilleux, plus agréables, plus utiles au scénario ou à l'intrigue. Mais, du coup, la réponse est souvent non, ça ne marche pas bien. Même si c'est souvent... Comme le disait Simon, les auteurs de science-fiction, les autrices, les réalisateurs de films se renseignent, ils ne partent pas d'une page blanche, techniquement, ils n'inventent pas tout ce dont ils ont besoin, ils vivent dans un certain monde, et ils essaient de s'inspirer, évidemment, de tout ça. Alors ça serait le premier niveau, et ce n'est pas un niveau très intéressant, parce que ça serait utiliser la science un peu comme une sorte de censeur qui dit ça c'est de la bonne science-fiction parce que la science est bien, ça c'est pas bien parce que la science c'est pas bien. Donc ça, ce n'est pas, à mon sens, intéressant, c'est trop facile à faire, mais ça peut être un exercice d'une certaine façon, on peut l'envisager comme un exercice pédagogique, par exemple, pour des jeunes étudiants qui ont besoin d'affirmer leur compréhension du monde et de se confronter à une situation qui est très courante dans la situation scientifique, c'est montrer que c'est faux.
Parce qu'en science, ça progresse, on ne montre pas que c'est vrai. On est toujours en train de converger vers un état de, entre guillemets, vérité, de l'approximation de mieux en mieux du réel que l'on observe ou que l'on expérimente. Mais il y a de temps en temps la capacité à montrer que cette hypothèse est fausse, parce qu'elle contrevient à une expérience ou une observation ou une série d'expériences d'observation. Et donc, frotter son cerveau à des questions de « montrez-moi que c'est faux en l'argumentant », voilà le support pédagogique que l'on peut trouver dans la science-fiction. Après, il y aurait un deuxième niveau qui serait de dire bon, d'accord, ça marche pas, mais quand même, j'ai envie de le faire. Est-ce qu'on peut imaginer un engin réel qui fait la même chose? Un engin réel, mais fondé, cette fois-ci, sur de la physique que l'on saurait maîtriser ou marginalement maîtriser, pas trop au-delà de nos capacités actuelles. Et puis, donc ça, c'est un autre exercice intellectuel qui serait une sorte de prospective, de dire, quand même, cette idée, elle est chouette, je voudrais faire la même chose. Et puis, enfin, il y aurait le quatrième niveau qui me paraît aussi très intéressant, enfin, le troisième niveau qui me paraît très intéressant, qui est de mener une enquête sur ces mondes. Et là, c'est le parti, Jean-Sébastien pourra compléter évidemment, parce qu'on est dans cette affaire ensemble depuis un certain temps, c'est l'idée de mener une enquête sur ces mondes pour leur faire dire plus que ce qu'ils ne montrent. Et donc là, on rentre carrément, cette fois-ci, dans la démarche scientifique, en train de se dire, voilà, j'ai un monde qui m'est donné a priori, c'était par exemple le cas de Dune, c'était le parti pris dans le livre de Dune, ce monde m'est donné. Qu'est-ce que je peux en dire à partir des informations que me donne l'auteur, en faisant l'hypothèse que ce n'est pas un roman, mais disons, ça peut être un carnet de travail, ça peut être un documentaire. Si on prenait un film au cinéma, c'est plus un film, c'est un documentaire. Et donc, avec ces éléments-là, est-ce qu'on peut essayer de reconstruire, à l'aune de ce que nous savons, du monde réel ici et maintenant, et de ce que l'on voit de ce monde-là supposé réel, qu'est-ce que l'on peut dire de plus de ce monde? Et là, on rentre dans une pratique des sciences qui se rapproche tout à fait de la pratique scientifique et singulièrement des démarches de l'astrophysique, de la paléontologie, disons, j'appellerais ça des disciplines historiques qui essaient de reconstruire, et de l'histoire, ça pourrait être de l'histoire au sens de l'histoire de France, de l'histoire du monde, de l'histoire des humains, ou avec des éléments épars, des bouts d'os, hein, excuse-moi Jean-Sébastien, qui dépassent du sol, des étoiles qui brillent et des trucs qui se passent dans l'espace. Il faut essayer de reconstruire un monde avec ça, une histoire avec ça, au mieux de ce que l'on sait, de ce que l'on voit. Et donc, cette science-fiction, de ce point de vue-là, c'est vraiment hacker la science-fiction littéralement, c'est-à-dire utiliser ces œuvres pour autre chose que ce pourquoi elles sont prévues. On est vraiment dans cette logique de hacking, mais aussi de les utiliser pour, disons, pratiquer, maîtriser ces connaissances scientifiques, mais aussi parce qu'elles ont, et comme le disait très bien Simon, elles ont aussi un intérêt intrinsèque, indépendamment de ce qu'on en fait en plus. Et donc, ça ajoute une couche supplémentaire à ces œuvres, et ça les enrichit encore de cette possibilité, disons, pédagogique, en plus d'avoir les questionnements qu'elles posent sur les questionnements humains, des questionnements qui touchent, disons, on va dire, aux sciences humaines en général, plus volontiers aux sciences humaines qu'aux techniques, parce qu'en général, comme je le disais, la technique est fausse, ou enfin en tout cas mal équilibrée. Et du coup, on arrive, par l'objet science-fiction, à avoir un point de convergence entre des disciplines qui d'habitude ne se parlent pas ou peu, les sciences humaines, on va dire, et les sciences expérimentales, les sciences naturelles, au prétexte de parler de la science-fiction, de lire de la science-fiction, qui elle-même est une discipline qui intègre naturellement ces deux choses-là. Et donc c'est là, pour moi, l'intérêt que j'y trouve dans la science-fiction, c'est à la fois le plaisir comme lecteur, mais aussi le plaisir d'échanger avec d'autres scientifiques, d'autres chercheurs qui s'intéressent à cette discipline pour ses qualités intrinsèques. Comment est-ce qu'on explore un monde imaginaire, typiquement Dune, pour rester sur cet exemple? Comment est-ce qu'on va à la découverte des vers de sable géants quand on est paléontologue, Jean-Sébastien? Eh bien, on relit en fait Herbert, bien sûr, et on va partir en fait de ce corpus très développé. Hein, c'est un monde en fait Herbert a développé dans sa saga en fait Dune, un monde très complexe, très construit, très logique finalement en quelque sorte. Et on va considérer ce monde-là ou cet écosystème-là, en l'occurrence, quand on parle de vers géants et de planète Dune ou Arrakis hein, dans l'œuvre, on va considérer en fait tout ça comme un énoncé finalement d'exercice d'histoire naturelle, et on va se mettre dans la peau d'un Fremen, par exemple, qui va tenter d'étudier, d'analyser, de décortiquer, de disséquer en fait un ver géant des sables. Alors, j'en suis ressorti assez indemne, et je me suis régalé en fait à parler justement de développement, d'ontogénie, parce que ce qui est intéressant aussi, notamment dans l'œuvre d'Herbert, c'est que ces monstres, ces vers géants qui sont, il le disait lui-même, en fait basés sur un peu les dragons mythologiques
de l'heroic fantasy, on va dire, ou du monde mythologique. Ces dragons en fait géants, vermiformes, fouisseurs sont pensés également en termes de développement, en termes de croissance, puisque ce sont eux en fait qui fabriquent en partie en fait l'épice, qui est à la base aussi une sorte de substance chimique qui est à la base de ce monde géostratégique, géopolitique très importante comme substance. Et donc on voit en fait toute la richesse de l'œuvre. On n'est pas dans l'intention forcément de l'auteur, hein. On va peut-être au-delà ou on va justement à côté pour en même temps diffuser les connaissances en expliquant en fait l'ontogénie, donc le développement de ces vers géants. On va tenter de mieux comprendre leur positionnement dans un arbre du vivant, dans une relation phylogénétique avec les autres vers qui existent et qui sont réels en fait sur Terre, et on va s'amuser finalement à expliciter la démarche paléontologique ou en général en sciences de l'évolution qui permet de relier en fait les espèces les unes par rapport aux autres pour mieux comprendre l'évolution justement des espèces. C'est une des caractéristiques, Simon, de la science-fiction en général, de proposer des mondes assez complets et donc forcément une expérience qui parle à différentes branches, ce qu'on disait tout à l'heure, cette possibilité de dialogue entre les branches scientifiques aussi, ça fait partie des codes quasiment de la science-fiction. En tout cas, ça fait partie des modes de lecture qui sont les plus encouragés. C'est-à-dire que finalement, la question du monde de fiction n'est pas absolument indispensable à la science-fiction, il faut bien le concevoir, et notamment dans sa version initiale d'une science-fiction justement très expérience de pensée, le monde peut être réduit à très très peu de choses, et finalement on identifie tel ou tel mécanisme, telle ou telle propriété, et on voit ce qui se passe à toute petite échelle. Mais le fait est que une partie de ce qu'on peut identifier dans la science-fiction, c'est cette capacité, enfin du moins cette nécessité à produire des alternatives au réel qui vont pouvoir s'additionner à notre connaissance. Et donc effectivement, on se retrouve un peu dans la position du naturaliste arrivant pour la première fois dans les îles Galapagos et découvrant des espèces absolument incompréhensibles, mais en fait reliées à quelque chose qui prenne sens. Et donc reprendre cette logique du naturalisme, cette métaphore-là, l'inclure dans la science-fiction, c'est une démarche qui est non seulement légitime, mais extrêmement encouragée. Et c'est ce qui est décrit par les spécialistes de la science-fiction avec deux termes clés qui sont l'idée du novum qui est présentée par Darko Suvin. C'est-à-dire la question du novum, c'est l'idée que la science-fiction va avoir en son cœur quelque chose qui va être une rupture paradigmatique. Hein. Pour rester dans la métaphore naturaliste, c'est le signe noir en quelque sorte. C'est-à-dire que tout d'un coup, quelque chose intervient dans le champ de la connaissance qui va faire qu'on est obligé de se réadapter. Bon. Et le lecteur est obligé de refaire cette adaptation en même temps que les personnages ou de retrouver ce que les personnages ont déjà fait. Bon. Et la deuxième notion importante, c'est celle de xéno-encyclopédie. Donc encyclopédie xéno, étrangère. L'idée étant que, de la même façon, quand on lit un texte réaliste, tout simplement, on identifie qu'il y a telle et telle adresse, on est à telle et telle époque, on réactive des données encyclopédiques. Dans la xéno-encyclopédie de la science-fiction, on additionne des éléments supplémentaires, mais ce ne sont pas simplement des éléments d'un répertoire, des noms de personnages ou des noms de créatures, mais c'est, comme le disait Jean-Sébastien, c'est quelque chose qui va faire système et quelque chose qui va produire des interactions et ce qui est tout de même assez fascinant aussi, et j'ai retrouvé exactement ça sous une forme dans ce qui vient d'être dit, c'est que ça influence aussi la lecture, c'est-à-dire les lecteurs et lectrices ont envie de prolonger cette chose-là. Ils ont envie d'y ajouter quelque chose. D'où la grande importance de la fanfiction pour la science-fiction, qui s'est répandue dans très nombreuses fictions à un monde, mais qui a été très très forte pour la science-fiction au départ. Et finalement, cette écriture, ce décryptage scientifique, c'est une sorte de fanfiction. Avec évidemment tout un appareillage intellectuel qui va faire sortir simplement de la production fictionnelle. Hein. Mais c'est cette logique de prolongement qui est finalement, c'est une façon d'externaliser, d'autonomiser ce qui se passe lorsque nous lisons ou que nous voyons de la science-fiction. Il y a la dimension de la plausibilité qu'on a évoquée tout à l'heure, le fait que ces univers soient possibles ou pas. Est-ce qu'elle est obligatoire dans la science-fiction? Est-ce qu'il n'y a pas justement
une partie qui est de toute façon mise de côté avec cette fameuse théorie de la suspension of disbelief, le fait de la suspension de la crédulité, où de toute façon, au bout d'un moment, le lecteur est embarqué et le fait que ce soit plausible ou pas n'est plus si important que ça. Alors l'expression de la suspension de la crédulité est très problématique. Je l'écarte un petit peu parce que finalement, pour moi, ça ne correspond pas vraiment à ce qui se produit. Elle est très utilisée, y compris par des défenseurs de la science-fiction, mais il me semble que justement, il n'y a pas de suspension de la crédulité, il y a une adhésion. Il faut qu'on adhère. Bon. Et adhérer, ça veut dire s'inscrire dans des logiques de vraisemblance. Bon. Et finalement, la vraisemblance fictionnelle l'emporte toujours sur la question de la plausibilité. C'est-à-dire que finalement, l'important, c'est d'être emporté par quelque chose. Pour vous donner un exemple dans un film qui est problématique de ce point de vue-là, mais qui est récent, c'est le film Tenet de Christopher Nolan. Clairement, Tenet, c'est un film dont toutes les prémices scientifiques s'effondrent au fur et à mesure qu'on les examine. D'après moi, en tout cas, c'est quelque chose qui ne tient pas du tout la route. En revanche, c'est en tant que spectacle et quelque chose qui nous emporte pendant qu'on le regarde. Alors, si on a plus ou moins un regard critique, mais qui emporte en tout cas, qui est fait pour emporter et faire ressentir la possibilité de déplacement temporel bizarre, mais comme expérience esthétique. Et là, c'est un peu un cas extrême, puisque effectivement, scientifiquement, il me semble que ça ne tient pas la route, alors que Nolan, avec Interstellar, s'est montré parfaitement capable de puiser à des savoirs. Donc ça n'est pas une incompétence de la part de Nolan, c'est vraiment un choix délibéré de créer une expérience esthétique qui va nous emporter. Mais il me semble qu'il y a un équilibre à tenir entre la hard science qui va démontrer très précisément tout ce qui va être donné et, disons, des choses qui sont un petit peu des illusions. Mais cette question de la plausibilité, on la remplacerait plus volontiers par la question de la cohérence, et la cohérence avec notamment des savoirs scientifiques. Mais il me semble, et Roland on a parlé sabre laser, et ainsi de suite, il me semble que justement l'intérêt aussi de l'analyse scientifique, la démarche scientifique appliquée à la science-fiction, c'est aussi quand ça ne tient pas la route. C'est là qu'on voit les limites voilà, il me semble que... Mais je vais pas en parler à sa place. Oui, bien sûr, que ça tienne ou pas la route, d'ailleurs, c'est intéressant dans les deux cas. Oui. C'est-à-dire, quand ça tient la route, eh bien, on se dit, waouh, c'est super, ils ont fait quelque chose d'un peu étonnant, une mise en scène, une mise en situation étonnante, inattendue. Et en fait, par inattendu, quelque chose auquel les inventeurs, les précurseurs de l'objet technique n'ont pas pensé. Je prends l'exemple, et après, il y aurait quand ça marche pas. Alors, on va y revenir. Et je prends l'exemple, par exemple, de Jules Verne. Oui. Jules Verne, on crie au génie, il a inventé le sous-marin électrique. Bon. Très bien, enfin, je ne minimise pas évidemment l'effort intellectuel qu'il a fallu, sachant qu'à son époque, l'électricité ça existe, c'est des balbutiements, Zénobe invente le moteur électrique à peu près dans ces eaux-là. Donc l'électricité c'est en train de mûrir, et Jules Verne est au courant. Bon. Ensuite, les sous-marins ça existe. Bon, c'est pas terrible, c'est une caisse, vous êtes dedans, allongé, vous pédalez, littéralement vous pédalez, il y a un tuyau pour respirer, vous êtes sous 20 cm d'eau. Bon, c'est pas très excitant. Bon, il en fait quelque chose de bien plus excitant. Évidemment, il voyage au fond des océans, il y a des pages entières avec des noms de poissons pour nous décrire ce qu'on voit. Bon, il en fait un outil de découverte du monde, premièrement. Donc le sous-marin comme outil d'exploration du monde, de la Terre, plutôt que de l'espace, mais de la Terre. Donc ça, c'est déjà un point, et c'est déjà autre chose qu'un bête sous-marin pour aller sous l'eau. On en fait quelque chose. Mais là où ça devient encore plus intéressant, c'est que ce sous-marin, il en fait une chose qui est sous la main de Nemo, qui le rend littéralement maître du monde. Nemo, évidemment, indien, déteste les Anglais, et coule impunément les navires anglais avec son sous-marin. Donc il en profite pour être le maître du monde, littéralement, sans parler du fait qu'en plus il nous explique à la longueur de page qu'il est capable de récupérer les forêts sous-marines, ça veut dire le charbon des océans pour faire tourner son sous-marin, son électricité, etc. Donc il est autonome dans son royaume, et il en est le maître absolu. Et du coup, connaissant l'importance des océans pour les transports maritimes à cette époque, il est du coup le maître du monde littéralement avec un unique navire sous-marin. Donc là on voit que l'objet technique il est un peu... Il y a un effort intellectuel pour le produire à partir des connaissances de l'époque, sans aucun doute, mais la partie la plus intéressante, c'est ce qu'il en fait derrière. Finalité, comme disait Frédéric Paul, un auteur de science-fiction américain, qui disait inventer la voiture c'est pas bien difficile, je résume un peu, enfin je transcris un peu sa pensée. Inventer la voiture, c'est pas bien difficile, c'est n'est guère qu'une sorte de cheval mécanique. Et après, on peut bricoler plausiblement ou pas. Non, ce qui est plus intéressant, c'est d'imaginer que la voiture sera un jour tellement répandue qu'il y aura des bouchons. Oui. Et c'est là que doit œuvrer l'auteur de science-fiction. C'est pas tant dans la pertinence technique, qui peut parfois tomber juste, souvent ne tombe pas juste, mais c'est dans les conséquences que ça aura. Donc du coup, quand ça tombe juste, on peut dire c'est génial, parce qu'il y a un usage d'une technique
qui n'a jamais été pensée ou qui a été mise en scène de manière si forte quand elle arrive vraiment, on se dit bah, alors, c'est incroyable, c'est du déjà vu finalement. Et puis quand ça ne marche pas, bah, c'est pas très grave non plus. La question que met en scène la technique impossible, elle reste posée. Parce que la question est intéressante. Par exemple, si on prend le meilleur des mondes, l'utérus artificiel et les manipulations génétiques sur les humains, à l'époque de l'écriture de l'ouvrage, ça n'existe pas. Maintenant, on sait faire des manipulations génétiques. Sur des humains, ça a déjà été fait, voir les 2 bébés chinois qui sont nés avec des manipulations génétiques avec CRISPR-Cas9. Et puis, les utérus artificiels, on a quelque chose qui commence à y ressembler et qui a été expérimenté sur des brebis. Bon. Mais que cet objet technique n'existe pas à l'époque et qu'il ait pu être considéré comme nul et non avenu, au moins à l'époque, ne remet pas en question les conséquences que pose la possession d'un objet comme celui-ci. Donc la fausseté de l'objet n'a pas d'importance dans l'œuvre, à la limite. Et puis du point de vue des sciences, vrai ou faux, je dirais même tarif. Si c'est vrai, de notre point de vue pédagogique, l'enquête se déroulera bien et on dira c'est cohérent et on arrivera à faire une enquête qui fonctionne. Si ça ne marche pas, eh bien il faut expliquer pourquoi ça ne marche pas. Et donc ça c'est une tâche très difficile en sciences, en général. Expliquer, démontrez-moi que la Terre n'est pas creuse. Que l'hypothèse de la Terre est creuse, elle est entièrement, il y a un volume vide à l'intérieur, il y a un soleil central qui éclaire les parois internes, et il y a des gens qui marchent sur la paroi interne. Voilà. Exercice pour étudiants, vous avez 2 heures. Comment vous faites? Quel protocole expérimental, et on ne vous demande pas vos connaissances, on vous demande une pratique expérimentale. Et donc cette pratique-là, elle est difficile. C'est tout le travail de la recherche scientifique expérimentale ou d'observation. Et donc, que ce soit faux, que ce soit pas faux, même tarif, c'est toujours aussi intéressant, soit dans l'œuvre, soit dans l'utilisation de l'œuvre pour ses objectifs pédagogiques. Ça s'applique aussi aux espèces, j'imagine, quand on les décortique et qu'on essaie de savoir, alors est-ce que telle espèce fonctionnerait, ne fonctionnerait pas? Est-ce que telle mutation génétique, parce qu'il est beaucoup question des super-héros dans cet ouvrage qu'on évoquait tout à l'heure, Jean-Sébastien, est-ce que telle mutation génétique aurait vraiment la tête qu'on nous présente? Il y a notamment question de Spider-Man, c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Oui, voilà, le jeu, c'est de se mettre dans la peau d'un naturaliste éventuellement intergalactique qui analyserait, en fait, dans le cas de Spider-Man, où on logerait en fait les glandes séricigènes, ces fameuses glandes chez les arachnides qui sécrètent en fait la soie, donc tout ce qui est étoiles d'araignée et compagnie, parce que les fonctions sont diverses et variées au sein du groupe. Donc c'est d'essayer de forcer en fait l'espèce, la xénoespèce, pour reprendre en fait finalement le terme intéressant de xénoglossaire, et d'essayer de la caser entre guillemets au propre comme au figuré finalement dans l'arbre du vivant, avec tout le questionnement et les méthodes en fait de phylogénie, d'études d'anatomie comparée. Et c'est valable aussi bien finalement pour les bestiaires de science-fiction que pour les bestiaires aussi d'heroic fantasy ou de fantastique en général. Finalement, la culture des mondes imaginaires montre que c'est un formidable terreau pour ce qu'on appelle aujourd'hui diffuser les connaissances, c'est-à-dire ce qu'on appelait autrefois vulgariser. Donc c'est le deuxième effet finalement intéressant de la science-fiction quand on retourne en fait dans le corpus de la science-fiction, c'est émerveiller avec une étincelle de science plus ou moins importante ou plus ou moins réaliste, mais aussi expliciter les concepts qui se cachent en fait derrière les méthodes scientifiques et même la définition même de la démarche scientifique. Est-ce que la science-fiction parle nécessairement du futur, Simon? Non, alors là on entrerait dans une, c'est un débat généalogie des genres, mais non, alors ce qu'il y a c'est que le futur, il y a 2 choses, c'est d'une part non, la réponse courte c'est non. Il y a de très nombreuses manières de ne pas parler du futur tout en faisant de la science-fiction. Mais je crois que je retournerai un tout petit peu à la question en disant que si le futur a si longtemps et encore maintenant est un peu confondu avec la démarche de la science-fiction, c'est parce que justement, dans l'idée de futur, il y a l'idée de la chose qui prolonge notre monde, mais qui n'est pas encore advenue pour une raison ou une autre. C'est la possibilité. Donc, voilà, et cette démarche de prolongement, de spéculation, enfin le terme de spéculation, d'extrapolation, c'est des choses qui ont été utilisées pour parler de science-fiction, cette logique de l'extrapolation, du prolongement du réel, eh bien, elle peut être appliquée sur des logiques soit d'histoire alternative, ce qu'on appelle l'uchronie, soit éventuellement des relectures du passé, des histoires secrètes. Enfin, il y a toutes sortes d'éléments qui peuvent être envisagés, sachant que ça peut aller, et je pense à des logiques de hard science, un auteur comme Greg Egan, par exemple, qui est un auteur extrêmement rigoureux dans sa pratique, qui a beaucoup travaillé sur des questions philosophiques et de sciences humaines. On n'a pas tellement abordé
le côté sciences humaines. Mais il a aussi proposé des récits de hard science dans lesquels il postule qu'une constante fondamentale, je suis incapable de le dire moi-même n'étant pas physicien, mais une constante fondamentale est modifiée, et il décrit une réalité intégralement différente parce que, eh bien, tout simplement, une virgule dans une équation ou un chiffre est légèrement différent. Et que, du coup, ça change tout le réel. Mais on est dans un à côté, dans un monde parallèle complètement différent. Mais d'une part, on est toujours dans quelque chose qui est articulé à notre réel concret, et d'autre part, on est toujours dans quelque chose qui va construire un intérêt humain. Hein. C'est-à-dire que l'intérêt humain va quand même être nécessaire, parce qu'il faut qu'on puisse, pour que ça puisse fonctionner comme récit, il faut qu'on puisse le rapatrier dans notre expérience. Il faut qu'on puisse l'intégrer, et c'est un petit peu une des choses qui intervient là-dessus, et c'est aussi ce rapport au futur, il intervient aussi à cela. C'est un rapport à la temporalité au sens large et au possible, mais c'est qu'un des usages, du moins une des manières d'investir la science-fiction pour un lecteur ou une lectrice, c'est de jouer ces expériences de pensée pour se prémunir ou se préparer à ce qui existe de moins en moins dans le sens de nos sociétés, c'est ce qu'on appelle le choc du futur, le futur choc. C'est-à-dire l'idée de l'inattendu, l'idée que tout d'un coup on est confronté à quelque chose qui ne fonctionne pas. Un petit peu ce que vous pouvez avoir si vous êtes tout d'un coup face à une application qui vous échappe totalement. Bon, voilà. Mais c'est voilà. Et donc cette logique-là, disons, d'incorporation elle fait partie du plaisir de la simulation de la science-fiction, mais elle n'est pas du tout associée à la question du futur comme tel, mais beaucoup plus à la question de ce qui n'est pas encore dans le champ de notre expérience, mais qui pourrait l'être. Cette notion de possibilité, elle est profondément scientifique, pour le coup. Le fait d'émettre des hypothèses, de tester des hypothèses, ça se rattache totalement à la démarche Simon a dit un mot scientifique. qui est important, c'est simuler. Oui. Effectivement, la science-fiction, ça peut être aussi vu comme une simulation de monde. Et de ce point de vue-là, c'est un exercice littéraire extrêmement intéressant pour quiconque s'intéresse, alors évidemment au futur, à l'avenir de l'humanité ou des groupes humains. C'est extrêmement intéressant parce que de pouvoir simuler des mondes, eh bien, ça permet de faire ce que disait Robert Heinlein, de faire des expériences de pensée, de tester des idées qui sinon seraient trop dangereuses à mettre en pratique, mais que l'on peut essayer de penser et de tirer des conséquences d'une situation qu'on a imaginée et posée comme condition initiale. Et donc de pouvoir simuler des mondes, la science-fiction, je trouve que c'est une de ses propriétés extrêmement importantes parce que ça permet de construire un répertoire de possibles, un répertoire de possibles futurs. Alors si on pense dans le réchauffement climatique, ça va être quoi le monde dans 30 ans? Comment va s'organiser le monde dans 30 ans? Alors là, on est dans une question qui se pose sur notre futur, et la science-fiction peut, en dressant un répertoire des possibles, sortir de « there is no alternative ». Se dire que non, mais bien sûr que si, il y a plein de possibles, regardez, toutes ces œuvres-là les racontent. Bien sûr, c'est pas ça qui va se passer, parce que typiquement, c'est pas ça qui se passe, c'est pas ce que la science-fiction raconte qui se produit, mais ça permet de poser des questions de manière très précise. Quel est le rôle de la technique dans nos sociétés? Quelle place faut-il lui donner? Comment est-ce qu'on peut préserver une planète habitable en gardant un minimum de justice et d'équité, etc. Donc ces questions-là que la science-fiction peut traiter, parmi évidemment beaucoup d'autres, eh bien elles sont extrêmement intéressantes. Cette capacité de simulation des mondes qui la rend intéressante. Et là, je parle de quelque chose pour le futur, mais effectivement, comme dit Simon, c'est une simulation des mondes, une simulation des possibles, et ça n'a pas forcément à voir avec notre futur ou un futur de notre humanité. Et sur la dimension du vivant, justement, aussi, c'est très intéressant de voir comment ces simulations nous font penser, comment ces bouleversements affectent le vivant, que ce soit les humains, les espèces qui nous entourent ou des espèces fantasmées. Oui, tout à fait. C'est même une branche, finalement, de la science-fiction, quelque part, qui va au-delà du creature design sur l'imagination, en fait, d'espèces probables ou pas, ou imaginaires, bien sûr. C'est ce qu'on appelle la biologie spéculative. Donc, on étudie, en fait, la biodiversité actuelle et son histoire évolutive, et on va projeter, en fait, l'état de la biodiversité actuelle dans 30, 50, 10 millions d'années, 20 millions d'années, en intégrant en fait, des données connues grâce aux sciences de la Terre, par exemple, la tectonique des plaques, et donc on va faire des hypothèses de travail, finalement, qui ne sont pas testables aujourd'hui, mais on va intégrer en fait, cette dimension, non pas prospective, mais spéculative, parce que l'évolution des espèces, il faut le rappeler aussi, n'est pas modélisable au
au sens mathématique du terme. En fait, on peut modéliser l'évolution d'une petite population de bactéries dans un milieu donné en faisant varier quelques paramètres de composition ou de température, mais à l'échelle de toutes les espèces sur plusieurs décennies ou plusieurs siècles, on ne peut pas modéliser en fait l'évolution des espèces parce que il y a trop de paramètres en fait en jeu et puis tout ça est trop finalement un peu stochastique. Mais par contre, on peut faire de la biologie spéculative et en paléontologie, finalement, c'est ce qu'on fait quand on passe du squelette à la reconstitution en fait de l'espèce disparue. On injecte cette petite dose d'imaginaire qui n'est pas vraiment de la science-fiction. Je ne peux pas dire moi, paléontologue, que ce que je fais c'est de la science-fiction, mais on intègre en fait des données d'observation naturaliste actuelle sur, par exemple, la couleur des animaux en fonction des milieux, ou la texture d'une peau en fonction de l'appartenance à tel ou tel groupe. Et on va injecter en fait ces hypothèses de travail dans une reconstitution que l'on va considérer comme plausible quand on va la présenter, quand on va la publier, en sachant que ce qu'on fait aujourd'hui sera peut-être complètement faux. Et l'histoire paléontologique montre que quand on prend par exemple une espèce comme l'iguanodon, un dinosaure qui était considéré comme un gros reptile patau avec une corne sur le nez il y a quelques décennies, maintenant, on a revu nos copies, on a trouvé d'autres squelettes et on s'est rendu compte qu'on avait affaire à un dinosaure plutôt bipède temporaire, assez gracile, assez léger, avec un ergot en fait, sur le pouce. Donc cette corne qu'on pensait en fait être une corne nasale se trouve être en fait une excroissance au niveau des doigts. Donc voilà, c'est finalement la science-fiction et la science en général nous montrent que on est dans des corpus qui sont sans cesse en fait en pleine évolution. Et ils évoluent, Simon, ça rejoint des choses que Roland a pu dire, ils évoluent aussi avec les préoccupations du temps, vu que cette science-fiction elle est profondément ancrée dans le réel, dans l'époque dans laquelle elle est écrite, elle évolue nécessairement aussi avec les sociétés. Oui, alors c'est une question, enfin l'évolution de la science-fiction elle est complexe parce qu'elle est soumise à, moins complexe que les espèces sur des décennies, mais elle est tout de même soumise à plusieurs séries de paramètres et il y a en fait une pression interne dont je parlais tout à l'heure, l'idée que les images de la science-fiction s'accumulent les unes les autres, ce qui vont faire que, par exemple, alors que la question des pouvoirs psychiques n'est pas du tout une question importante à notre époque, personne n'y croit, enfin ou presque, mais ça reste un élément qu'on peut inclure dans un récit de science-fiction. Donc il y a toutes sortes de choses qui peuvent être qui sont inclus dans une espèce de grammaire ou de syntaxe du récit de science-fiction. Mais effectivement, ça a dénommé ça le macrotexte de la science-fiction, c'est-à-dire l'état contemporain à la fois des représentations dominantes de la science-fiction et des représentations scientifiques et sociales, des préoccupations sociales, un environnement dans lequel se croisent ces différentes préoccupations qui vont donner naissance à des textes qui vont être effectivement plus ou moins empris sur les préoccupations de la société. Mais de ce point de vue-là, ce n'est pas une réponse. Ce que je veux dire quand je décris là, c'est que ce n'est pas une réponse directe. Les écrivains ne réagissent pas comme s'il y avait une commande de la société, en quelque sorte. Et inversement, ce n'est que, disons, à de rares exceptions près, ils ne sont pas identifiés comme des prophètes ou quoi que ce soit. Hein. Mais de ce point de vue-là, effectivement, il y a des préoccupations contemporaines qui apparaissent et qui vont faire que des scientifiques vont soit être consultés, soit s'intéresser aux travaux des écrivains de science-fiction. Et on a évoqué plusieurs fois la question de la fiction climatique, la cli-fi éventuellement, comme on le dit à l'anglo-saxonne, mais en gros les fictions climatiques qui font partie du grand ensemble plus large des éco-fictions. Les fictions climatiques, ce sont des récits. Je parlais de Kim Stanley Robinson tout à l'heure, qui a imaginé par exemple dans New York 2140 ce que voudrait dire vivre dans une New York submergée par les flots après la fonte des glaces. Il y a dans le domaine français un écrivain qui a fait des récits très importants dans ce domaine, qui est Jean-Marc Ligny, qui est par exemple Exode ou Alliance et Semences. Bon, c'est des textes, mais la philosophie est très différente, par exemple. Pour dire en quelques mots, la logique de Kim Stanley Robinson, c'est un peu celle que Roland évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire, finalement, qu'est-ce que ça veut dire que de s'adapter? Qu'est-ce que ça veut dire que trouver des solutions techniques? Dans quelle mesure on va pouvoir fonctionner? Et quel va être l'aspect de la société? La logique de Jean-Marc Ligny, c'est plutôt une logique de mise en garde qui représente sous un angle
catastrophiste, en fait, l'effondrement total de l'humain, c'est-à-dire l'hypothèse selon laquelle les sociétés humaines et l'humanité en tant qu'espèce ne pourraient pas survivre dans un environnement où, eh bien, tout simplement, les écosystèmes se seraient effondrés et donc il n'y aurait pas de solution véritablement possible. Bon, c'est assez pessimiste, mais c'est quand même motivant à lire. Mais voilà, c'est pour dire aussi que du coup, il n'y a pas du tout de formule. Oui. À proprement parler, les logiques de récit appartiennent à chaque auteur et que ça répond aussi à des visions données, mais c'est dans tous les cas une manière d'engager à la réflexion, c'est-à-dire de stimuler une réflexion autonome de la part des lecteurs et lectrices. Pour terminer, dans le dernier quart d'heure qui nous reste, on va prendre quelques-unes des questions que nous ont posées les spectateurs et spectatrices qui nous suivent en direct, qui suivent en direct cette conversation. Il y a notamment Lucille qui nous demande, alors on choisira qui répond, n'hésitez pas à compléter les uns les autres. Il y a notamment Lucille qui nous demande, est-ce que certaines théories scientifiques peuvent être qualifiées de science-fiction, comme celle des trous de verre ou des multivers ? Je regarde Roland. Forcément, ça parle d'espace, donc je regarde Roland. Je ne dirais pas que c'est de la science-fiction, en ce sens que ça ne ressort pas ce n'est pas un genre littéraire, ce n'est pas de la littérature, disons, ou du cinéma, ou de la littérature. En revanche, on pourrait qualifier ces propositions, d'abord, on devrait les qualifier non pas de théorie, mais d'hypothèse, et puis de voir d'où elles viennent. Alors, si on regarde, par exemple, le cas des trous de verre. Alors, les trous de verre, c'est une possibilité qui est contenue dans une théorie assise, bien assise pour l'instant, qui pourrait être remise en cause un jour, mais qui pour l'instant est bien assise, qui est la relativité générale d'Einstein, qui était une théorie de la relativité. Donc les trous de verre est une possibilité de cette théorie, mais qui nécessite de disposer à la fois de matière ordinaire, celle que nous connaissons, et pour faire un trou de verre sous une forme, disons, compacte, qu'on appellera un trou noir, et éventuellement, en plus, si on voulait traverser ces trous de verre et y survivre, ce qui est, disons, souhaité en tout cas dans les œuvres de fiction qui mettent en scène les trous de verre, eh bien, il faut aussi disposer d'une matière exotique dont l'énergie de masse est négative et dont on n'a pas vu la queue de l'ombre du début de l'apparition nulle part dans l'univers. Donc, c'est quelque chose qui rentre dans un cadre théorique existant, mais qui nécessite, et qui est affirmé, qui fonctionne bien, disons, et qui est considéré comme parfaitement validé à la précision des mesures que nous savons faire actuellement, mais qui nécessite des objets, des acteurs physiques qui ne sont pas de ce monde, en tout cas qu'on n'en a jamais vu, on n'en a pas la moindre preuve, ni même le début de preuve d'existence. Donc c'est une sorte de spéculation, mais qui vient d'un fond scientifique affermi. Si on pense aux univers parallèles ou aux multivers, alors là, ça c'est un peu différent, là c'est une hypothèse, mais qui vient pour... Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, ça serait beaucoup trop long, il faut laisser de la place à mes collègues et aux autres questions, mais c'est quelque chose qui est une hypothèse sur une hypothèse. C'est-à-dire quelque chose qui vient en complément d'une possible théorie, d'une théorie en construction, qui viendrait pour unifier les forces, les interactions fondamentales que sont d'une part les interactions microscopiques et électromagnétiques, et d'autre part la gravitation sous la forme de la relativité générale. Donc là, on est dans un cadre où, si vous voulez, on pourrait dire qu'il y a plusieurs... Il y a le sort de la science qui fonctionne bien, ça marche bien, les avions volent, les ampoules s'allument, les voitures roulent. Bon, ça c'est la science de la thermodynamique, ça fonctionne bien. Après, il y a la science plus récente, dont on cherche encore à tester les assises, la relativité générale qui marche très bien, mais il y a encore des tests. Le satellite microscope a encore vérifié, a été testé à 10 puissance moins 15 près, un millionième de milliardième près, que une hypothèse fondatrice de la relativité générale était vérifiée à 10 puissance moins 15 près. Donc on teste encore ça, mais ça fonctionne pas mal. Et puis après, il y a des choses moins claires, quoi, où ça grouille un peu, on ne sait pas trop où aller, et c'est des idées, des hypothèses, et qui s'entrechoquent, et elles vont être sélectionnées au regard d'observations ou d'expériences nouvelles. Et puis, plus loin encore, il y a l'imaginaire pur et simple, on raconte ce qu'on veut, et là, peut-être la science-fiction est là-bas, le cœur dur de la science est là, et puis quelque part, entre les deux, il y a une zone d'interaction, et c'est évidemment là où se nourrissent les auteurs de science-fiction, c'est là où la science grouille d'idées pas claires, d'idées encore en débat, d'idées en discussion, et puis d'idées qui sont exaltantes, enfin, les trous de verre, les univers parallèles, donc voilà. Donc ce sont des idées qu'on voit beaucoup en science-fiction, mais que je classerais dans la catégorie de science spéculative ou de jeu de l'esprit en science. On joue avec la théorie déjà assise pour voir jusqu'où elle résiste, parce qu'en y jouant, et en la poussant dans ce retranchement, on peut parfois trouver des incohérences. Et trouvant une incohérence, on se dit, c'est peut-être l'indice que cette théorie n'est pas la théorie ultime, qu'il va falloir faire encore les améliorations, même si c'est dans un coin un peu bizarre.
C'est le plaisir de la possibilité qu'on Voilà. évoquait, Pour qu'on évoquait compléter tout à l'heure. éventuellement un petit peu la réponse, Ouais, ça bien sûr. permet de revenir très, très brièvement sur la question de l'expérience de pensée. Ouais. C'est-à-dire que finalement, la question c'est dans quelle mesure expérimentée par la pensée va être superposable à la science-fiction. Bon, puisqu'on avait beaucoup évoqué cette chose-là. Eh bien, ce sont deux ensembles qui ne se recouvrent pas complètement. C'est-à-dire que la logique de l'expérience de pensée en science-fiction, ça reste une expérience de pensée fictionnelle. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, on est dans quelque chose qui est construit par un auteur ou une autrice ou une équipe, bon, bref. Et dans cette construction, eh bien, l'essentiel, c'est qu'il faut que ça tienne le temps de la fiction. Et après, on peut... comme je disais tout à l'heure, finalement, comme on l'a dit, si ça tient pas complètement la route, c'est pas grave. Alors que la logique de l'expérience de pensée non fictionnelle, l'expérience de pensée, disons, sérieuse, pour dire les choses, scientifiques, purement scientifiques, ça va être justement d'expérimenter ce qui tient et ce qui ne tient pas. Et donc, une expérience de pensée en physique, ça va être justement de tester par la pensée l'hypothèse ou la théorie. Et une expérience de pensée en philosophie, ça va être de penser les choses. Et je pense en philosophie, il y a un certain nombre de questionnements qui ont pu être empruntés à la science-fiction. Que se passe-t-il si on est un cerveau dans une cuve? Que se passe-t-il si on se téléporte? Bon. Ça utilise des objets un peu importés de la science-fiction, mais ce qui est produit, ce n'est pas exactement de la science-fiction, c'est pas de la science-fiction, c'est pas un récit, c'est simplement un point limite, une manière de pointer des difficultés conceptuelles qu'on peut avoir. Mais on n'est pas vraiment dans la science-fiction quand on fait ça, même si on utilise des choses qui viennent de la science-fiction. Françoise nous demande, est-ce que la SF, donc la science-fiction, peut inspirer les scientifiques pour lancer de nouveaux postulats de recherche? Tiens, Jean-Sébastien. C'est une bonne question. Je pense que oui, en sciences naturelles en tout cas. Ce qui est intéressant, c'est de voir que parfois, ce qui est imaginé en creature design, dans les films de SF ou les œuvres ou en bande dessinée, peut finalement, en tout cas pour certains caractères anatomiques, se retrouver a posteriori à l'état fossile. Pourquoi? Parce que finalement, l'évolution des espèces est comme un bricolage en fait permanent qui produit de la variété, qui est retenue ou pas par la sélection naturelle. Et donc parfois, la nature est surprenante et les auteurs ou les autrices nous ont entre guillemets un peu devancés en imaginant des formes de vie plausibles qui se retrouvent finalement éventuellement à l'état fossile, au Jurassique ou autre. Ça peut ouvrir donc quand même des possibilités. Tout à fait. Il y a Yann qui nous pose une question qui rejoint des choses qu'on a pu évoquer tout à l'heure, savoir si la science-fiction nous aide à anticiper le futur ou à mieux vivre le présent. Sans doute un peu des deux. J'aurais tendance à dire que les deux sont dans la même logique, c'est-à-dire que mieux vivre le présent. Alors le problème, c'est on n'a pas beaucoup touché ce questionnement parce que c'était un petit peu à côté de notre question de départ, mais c'est la question de l'éthique. C'est-à-dire dans quelle mesure ce qui est représenté va correspondre à un avenir souhaitable, un avenir dont il faut se prémunir, et un avenir ou un état de réalité. Et donc, disons, la compétence technique ne s'acquiert pas en lisant ou en regardant des éléments de science-fiction. En revanche, la disposition à l'accueil du nouveau, c'est quelque chose qui, à mon avis, est produit par la fréquentation de la science-fiction. C'est-à-dire la capacité à accepter le nouveau. Ce n'est pas une compétence, mais c'est une certaine ouverture d'esprit. Et dans cette perspective, ça vaut aussi bien pour les choses qui interviennent dans le présent et qu'on n'a pas encore rencontrées que comme les possibilités du futur. En revanche, je pense qu'il y a des limites à cette approche-là qui sont nécessaires, mais inversement, c'est ce qui permet de conserver leur pertinence à des récits plus anciens. C'est-à-dire que l'état contemporain de la science au moment de l'écriture n'est pas nécessairement n'est pas le seul critère qui permettra d'avoir les qualités de la science-fiction de ce point de vue-là. C'est une ouverture d'esprit quoi qu'il arrive, quel que soit l'état dont on parle. On nous demande aussi, c'est Françoise qui pose la question, s'il y a différentes formes de science-fiction en fonction de la culture d'un pays. Est-ce qu'il y a, comme ça, on parlait tout à l'heure du réel et des sociétés qui infusent ces œuvres de l'imaginaire, est-ce qu'il y a des différences très notables en fait, pour dire les choses très, très simplement, il y a à la fois une logique d'intégration mondialisée
parce qu'il y a une circulation des images d'un pays à l'autre et qu'il y a surtout un pôle extrêmement puissant qui est le pôle nord-américain et en particulier états-unien qui va, par la puissance du cinéma et par la puissance d'une littérature traduite à peu près partout, qui va imposer, enfin, qui va fonctionner de façon unifiée. Mais c'est aussi pour ça que j'ai proposé justement le terme de macrotexte et l'hypothèse du macrotexte, c'est-à-dire qu'il me semble qu'on peut identifier pour certains pays, quand ils ont une production autonome suffisamment forte, notamment en France par exemple, mais c'est le cas aussi de l'Angleterre, par exemple, qui a une production autonome, alors même qu'ils sont dans un bain linguistique et une circulation très forte. Mais il y a effectivement des macrotextes qui sont des macrotextes nationaux, en grande partie, enfin liés en tout cas à des dispositifs éditoriaux ou de production en général. Dans ces cadres-là, les auteurs ne vont pas simplement reprendre les images qui circulent, ils vont produire des récits, des représentations qui vont être en grande partie informés par les représentations culturelles et scientifiques disponibles dans leur milieu à eux. C'est-à-dire qu'il y a des effets d'interaction, mais avec ce problème en termes d'histoire de la science-fiction, que souvent, ces textes-là, n'étant pas repris dans le patrimoine très états-unien de la science-fiction, sont des textes qui tendent à disparaître avec le temps, malheureusement. On va prendre une dernière question avant de se quitter. On nous demande, par exemple, Clémentine. Alors, c'est une question qu'on a un peu évoquée tout à l'heure, mais peut-être qu'on peut y revenir, sur la part de technologie. Savoir si la science-fiction est uniquement liée à la technologie. Quid donc, rajoute-t-elle, c'est elle qui dit quid, c'est pas moi. Quid donc de la science-fantasy, par exemple. On parlait tout à l'heure pas l'obligation d'être dans quelque chose de technique et technologique. C'est une question qui vous laisse sans voix. En fait, c'est impressionnant. Non, mais si je ne voulais pas reprendre la parole, mais la science fantasy, justement, comme son nom l'indique, c'est une forme un petit peu, à la frontière. Ouais. Mais on parlait de Star Wars tout à l'heure. Star Wars, c'est clairement quelque chose qui va fonctionner dans un cadre de science fantasy. La force, les sabres laser, tout ça fonctionne parce que c'est joli, quoi. Et donc, il y a dans la science fantasy une logique qui est une logique de reprise d'éléments qui vont être empruntés à la fantasy, avec une part de justification plus ou moins scientifique. Je pense par exemple au dragon d'Anne McCaffrey, toutes les planètes. Bon, il y a des dragons, des gens qui se battent, on peut être dans l'heroic fantasy, dans la fantasy épique, mais il y a un fondement scientifique, ce sont des créatures génétiquement modifiées, tout ça intervenant progressivement. En fait, dans cette logique-là, bien sûr que ça va fonctionner. Simplement, ce qu'on dit sur les rapports entre science et science-fiction va être mis très, très à distance. Ça va être mis très à distance parce que, tout simplement, la science-fantasy joue avec une imagerie qui n'est plus une imagerie de la science ou presque plus une imagerie de la science, tout en inscrivant, et c'est un plaisir particulier que je partage d'ailleurs, mais c'est tout en inscrivant ces images qui ne sont plus vraiment les images de la science dans une prétention au prolongement rationnel. Donc c'est une sorte de licence poétique qui intervient pour le lecteur ou la lectrice, mais c'est évidemment possible, simplement ça pouvait difficilement entrer dans notre domaine, mais ceci étant, comme Jean-Sébastien l'a bien évoqué tout à l'heure, le questionnement scientifique appliqué à des objets de la science-fantasy va fonctionner exactement de la même manière. Le dragon, on avait avec Jean-Sébastien, on a essayé de comprendre comment pourrait fonctionner un dragon, vraiment cracher du feu, comment ça serait possible, etc., en comparant avec tout un tas d'espèces. Donc là, c'est aussi un jeu. Alors c'est vrai que, par exemple, dans le cas de la fantaisie, autant j'ai pu, avec Jean-Sébastien, on a pu travailler pas mal sur les questions d'enquête scientifique sur un monde de science-fiction. Il y a de la technique. C'est de la technique physique, ça peut être de la technique biologique ou chimique, bien sûr. C'est des sciences, disons, des sciences naturelles. Autant, là, si je reviens sur le point de vue pédagogique, faire la science de Harry Potter, par exemple, ça ne m'intéresse pas tellement. Il y a des balais volants, il y a des trucs pas possibles. Il y a des règles quand même. C'est un monde qui a des règles, malgré tout. Mais là, la différence, c'est que c'est un monde qui a des règles, manifestement, mais que je ne peux pas expérimenter moi-même. Ce sont manifestement des règles différentes de mon monde. Et donc, du coup, l'hypothèse qui est faite, qu'on fait en astrophysique, qu'on fait en paléontologie, les lois de mon monde actuel sont les mêmes que celles du monde que je regarde, que ce soit un monde passé lointain ou un monde passé lointain et distant quand c'est l'univers. Et bien là, elles sont explicitement battues en brèche, puisque je vois bien qu'il se passe des choses qui sont rédhibitoirement différentes de mon monde et sur lesquelles je n'ai aucune prise. Donc, faute de pouvoir m'y rendre et de pouvoir expérimenter,
je ne peux rien en dire. Et donc ça, c'est pas tant les balais volants, on pourrait dire oui, c'est l'antigravité, la poudre de cheminette, c'est je sais pas quoi. On pourrait inventer, c'est des trous de verre, enfin, on pourrait inventer plein de choses et essayer de discuter tout ça. Mais du point de vue pédagogique, ça me paraît plus simple de dire, c'est explicitement un monde qui ne ressort pas des lois du mien. Je ne peux rien d'autre en dire que de l'observer et d'essayer peut-être d'en déduire des choses, mais le mieux serait que je puisse y aller, expérimenter, y passer par le quai 9 3/4 et puis passer 2-3 ans de l'autre côté pour voir ce qui se passe vraiment, et avec des instruments de mesure pour essayer de comprendre ce qui s'y passe. Et donc là, du coup, la pirouette, elle est aussi d'ordre pédagogique, c'est-à-dire que ça peut être aussi retourné en disant, ben oui, on ne peut parler qu'à partir du point. On est toujours positionné de quelque part quand on parle, même en science, on est positionné de quelque part, et c'est quelque part, c'est ici et maintenant. Et quand on regarde le fin fond de l'univers ou le passé lointain, donc on essaie d'imaginer ce que peut être le climat du futur ou l'évolution du futur ou je ne sais quoi dans le futur de la Terre, eh bien il faut bien d'une façon ou d'une autre être parlé d'ici et maintenant, en faisant l'hypothèse que les lois d'ici et maintenant sont fonctionnelles et qu'elles ont fonctionné et qu'elles fonctionneront encore dans le temps et ailleurs dans l'espace. Jean-Sébastien, Dragon, ça marche? Oui, ça marche parce qu'on peut les étudier d'une manière en fait anatomique ou en faisant voilà, une investigation en fait en sciences naturelles. Et cette discussion me fait penser à une citation d'Arthur C. Clarke pour revenir sur cet auteur qui disait grosso modo que quand une science est dont la modernité quelque part ou la sophistication en fait nous dépasse, elle peut être considérée comme de la magie. Donc c'est intéressant de voir que on peut glisser finalement d'un corpus à un autre en fonction des intentions dans l'analyse, etc. Et d'où l'intérêt finalement de la multidisciplinarité, astrophysicien, spécialiste de la science-fiction, sciences naturelles. Et c'est ce qui fait un petit peu la force aussi du corpus de la science-fiction, c'est qu'on peut continuer, prolonger en fait la délectation en parlant de science et en explicitant en fait ses propres méthodes en fonction de ses disciplines. Et c'est ce qui fait la richesse aussi de ce dialogue. Il me reste à vous remercier tous les trois d'avoir participé à cette nouvelle rencontre éclairage, de remercier également les équipes vidéo et les équipes de Sorbonne Université. Merci aussi aux spectateurs et spectatrices qui ont suivi cette rencontre en direct et à très bientôt pour une nouvelle rencontre éclairage. Merci. Merci.